Eh bien, y voici, nous sommes en direct. Peut-on tout pardonner? C'est la réponse que va tenter de nous donner ce soir Martin Toulotte, qui est en direct avec nous. Martin, je te laisse la place. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, pendant ce petit moment, je vais vous proposer mon regard sur la réponse à cette question, qui n'a pas la prétention d'être la vérité qu'un grand V majuscule, c'est simplement, comment dire, la résultante de 45 ans à peu près de travail intérieur. Donc voilà, ça va s'appuyer là-dessus. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Martin Toulotte. Je suis psychanalyste corporel intégratif. C'est un travail un peu particulier qui vise à faire revivre par le corps des moments clés de l'histoire personnelle, comme la naissance, un moment de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence, pour assister à comment notre personnalité s'est construite au travers du temps et quelles blessures cela a laissé en nous et quel mode de fonctionnement répétitif cela a produit. Euh, alors, est-ce qu'on peut pardonner à tout? Est-ce qu'on peut pardonner aux guerres, aux massacres? Est-ce qu'on peut pardonner comment dire, à Daesh? Est-ce qu'on peut pardonner à Bachar el-Assad, à toutes ces horreurs qu'on voit régulièrement depuis tant de temps? Euh, Est-ce qu'on peut pardonner un meurtre, des abus, des maltraitances commises dans l'enfance? Voilà, c'est toute cette liste de choses abominables. Euh, eh bien, c'est une bonne question de se demander si il est possible de passer au-dessus de tout ça. C'est pas passer au-dessus, mais de pouvoir transformer tout ça. C'est plus juste de le dire comme ça. Pour moi, le pardon, si je devais vous en donner une définition rapide, ce n'est surtout pas oublier, c'est ne plus souffrir. C'est-à-dire quelque chose en nous qui souhaite arrêter de souffrir d'un mal qui est extrêmement acide et qui nous ronge à l'intérieur, ça s'appelle la rancune. Donc avant tout, ce pardon, c'est pour soi qu'on le fait. Il a des conséquences pour l'entourage et en particulier pour la personne ou les personnes qui peuvent être visées, mais c'est avant tout pour se soulager d'une souffrance que l'on porte en soi. Alors, il y a les champions du pardon qui semblent nous indiquer que c'est possible. Je vais en citer quelques-uns, c'est une liste qui n'a pas la prétention d'être exhaustive. Le Christ sur la croix, pour moi, représente une espèce de sommet de pardon, quand on est capable de dire pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, Alors qu'on est mis à mort, bon, après vous y croyez ou pas, hein, ça c'est pas le problème, j'ai pas du tout l'intention de rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, pour moi, ça représente un sommet de pardon, c'est-à-dire celui qui est capable de percevoir à quel point celui qui le fait souffrir est totalement inconscient de ce qu'il fait. Et on reviendra là-dessus plus tard parce que pour moi, c'est une notion extrêmement importante. Je me rappelle avoir vu il y a très longtemps le Dalai Lama dans une émission qui a disparu depuis un moment, mais je m'excuse, hein, moi j'ai 62 ans, donc je ne suis pas tout jeune. Euh, le Dalai Lama parlait des Chinois qui ont envahi le Tibet, qui était son pays, qu'il a dû quitter en catastrophe. Les Chinois, et il disait, ne dites pas du mal des Chinois, c'est pas avec la haine qu'on va guérir la haine. Et là aussi, c'est un magnifique exemple de quelque chose qui est possible. Peut-être certains d'entre vous ont lu un livre magnifique, je vous le conseille si ce n'est pas le cas, qui s'appelle Une vie bouleversée d'Etty Ilsung. C'est une jeune femme qui est d'origine hollandaise, juive hollandaise, qui est morte dans les camps de concentration et dont on a retrouvé par miracle des écrits, si je me rappelle bien, dans un mur entre deux briques. Et cette femme a réussi un exploit d'arriver à trouver la paix au milieu d'un camp de concentration et de pardonner à ses bourreaux. Plus récemment, j'ai mis d'ailleurs une de ces phrases sur mon site. Vous avez Tim Guénard, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est un être absolument magnifique. Et cet homme a été un vrai enfant martyr, complètement massacré par ses parents, par son père, pardon, en particulier, mais sa mère aussi y a aussi contribué. À l'âge de 5 ans, il se retrouve pour 3 ans à l'hôpital, tous les membres cassés, laissé pour mort au fond d'une cave, avec des coups de couteau, un père qui était fou et alcoolique. Euh, et cet homme va donc grandir, il va être d'abord SDF, il va passer par des foyers d'accueil, il a un parcours dont il parle facilement, qui est extrêmement touchant.
il va grandir avec la haine de son père. C'est la seule chose qui va le tenir, c'est il veut tuer son père. Et on pourrait le comprendre, vu tout ce qu'il a enduré. Euh, et puis, je vais faire court, hein, si ça vous intéresse, vous lisez son livre Plus fort que la haine. Euh, un jour, il rencontre un prêtre, un vieux prêtre, à qui il fait les pires horreurs et le prêtre ne bouge pas. Et ce prêtre lui dit: Est-ce que tu veux le pardon du Christ? Voilà. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour faire la promotion de l'Église catholique. Je suis issu de la chrétienté, ça m'imprègne que je le veuille ou non. Euh, comment dire, pour moi, ce qui me semble intéressant dans le- la profondeur de la chrétienté, c'est pas surtout pas les dogmes, surtout pas comment dire, tout ce qui a recouvert l'essence de la chrétienté, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont très enfermantes et poussiéreuses. Voilà, fin de la parenthèse en ce qui concerne cet aspect-là. Et donc, Tim Guénard, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui accompagne des gens qui, comme lui, ont été cassés par la vie et qui donc incarne vraiment cette notion de réconciliation. Il a retrouvé son père, il a pu le recontacter et comme il le dit dans une de ses conférences, à un moment donné, il y a eu plus de bons moments que de mauvais. Il y a quelque chose qui a pu, en particulier au travers de l'arrivée de ses enfants, qui a pu renouer une relation avec ce père un peu fou et qui a pu développer quelque chose d'apaisé. Euh, Aussi, une personne dont j'ai lu un livre, Roger McGowan, c'est un condamné à mort qui a été gracié mais condamné à vie, donc finalement ça ne change pas grand-chose, par qu'il passe pas la chaise électrique ou je sais plus ce qu'on utilise aujourd'hui, enfin quelle horreur, pour un crime qu'il n'a pas commis et qui est enfermé donc depuis plus de 30 ans dans des prisons américaines, et je vous assure que c'est pas une colo de vacances, dont 28 ans, si je me rappelle bien, passés dans les couloirs de la mort, qui est vraiment une horreur, hein. C'est vraiment les témoignages qui ont été faits là-dessus, c'est vraiment toute la folie, la violence humaine concentrée dans des bâtiments éclairés au néon H24, euh, enfermés dans une petite pièce je sais pas, je crois que ça fait 3 ou 6 mètres carrés. Enfin, c'est vraiment une cage de rats, quoi. Et cet homme a réussi à devenir un saint en prison. Et à tout un, comment dire, aujourd'hui, il aide les condamnés à se relever. Il assiste tous ces condamnés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste pour vous donner un petit goût, il faut savoir qu'aux États-Unis, les prisons, c'est vraiment un truc privé et que si vous voulez acheter un gâteau au distributeur, tout est payant, tout est cher, tout, etc. Et donc, il y a des prisonniers qui n'ont rien et s'ils doivent se contenter de ce qu'on leur file, c'est vraiment extrêmement misérable. Et donc, il a même organisé, grâce à l'association qui l'aide, des anniversaires en prison, de l'aide aux détenus, etc. Enfin, vraiment tout un parcours absolument extraordinaire. Plus connu sans doute pour beaucoup d'entre vous, le psychiatre Boris Cyrulnik. De mémoire, Boris Cyrulnik a perdu juif, a perdu toute sa famille en camp de concentration, était le seul survivant. Et il a lancé ce concept de résilience, c'est-à-dire quelque chose qui peut transcender, dépasser l'histoire aussi horrible qu'elle ait pu être. Euh, et puis, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je ne sais pas si c'est encore possible de le voir sur Internet, à visualiser une magnifique vidéo qui s'appelle La justice réparatrice aux USA, et où on voit des personnes dont des enfants ont pu être, ou des gens de leur famille ont pu être assassinés par quelqu'un, aller rencontrer cette personne en prison et aller au parloir dire à cette personne qu'elle leur pardonnait. Et si vous voyez la réaction de ces personnes, c'est extrêmement bouleversant. L'une de ces personnes témoigne dans un film qui est un peu connu, qui s'appelle Human, de Yann Arthus Bertrand. Et donc ce film-là, je crois, est en accès libre. Et cet homme dit: je suis passé du statut de meurtrier à quelqu'un qui a commis un meurtre. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait récupéré sa dignité humaine. Donc, et ce qui est magnifique, c'est de voir à la fois ce que ça produit sur les personnes qui ont pardonné et sur les personnes qui ont été les auteurs des violences, des meurtres, etc. Il y en a même certains qui font des choses ensemble et qui, euh, je pense à un homme qui a écrasé deux jeunes filles parce qu'il était ivre un soir aux États-Unis.
Il a été condamné à X années de prison, je crois, je dis n'importe quoi, peut-être 18 ans. Et à l'issue de sa sortie de prison, avec au passage tout un accompagnement de la mère de ces 2 femmes qui est allée le rencontrer, qui a fait tout ce parcours de la justice réparatrice. Cet homme, aujourd'hui, avec cette femme, donc la mère qui a perdu ses 2 filles, font la tournée des écoles et vont expliquer aux gamins que picoler le samedi soir, bah, voilà ce que ça peut produire. Donc, je vous cite ces exemples un peu hors normes pour vous montrer, c'est un peu comme si ces personnes, alors oui, ce sont les premiers de la classe, hein, je ne suis pas du tout sûr que j'y arriverai, je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, ils nous montrent qu'à des sommets d'injustice, à des sommets d'horreur, il est possible d'arriver à se mettre en paix et de pardonner. Et là encore, ce n'est pas oublié, c'est-à-dire que, par exemple, les gens qui ont commis des crimes font leur peine de prison. Et souvent, dans le cadre de la prison, ils se mettent à faire des choses, ils se mettent à aider d'autres prisonniers, parce qu'il y a souvent énormément de misère psychologique dans ces moments-là. Il y en a qui ont ouvert des cercles de parole, etc. Mais surtout, il y a une vraie réhabilitation. Il me vient plein de choses, je ne peux pas tout vous raconter. Je me rappelle aussi d'un documentaire magnifique, je crois que c'était sur Arte, sur une femme, alors je ne me rappelle plus les ethnies au Rwanda, il y a eu les Hutus et les Tutsis qui se sont massacrés. Et une femme racontait à la fois le moment où elle assiste, cachée par un prêtre, au massacre de son entourage et de sa famille. Et après ça, lorsque le génocide est terminé et que les coupables sont arrêtés, elle se retrouve dans une prison face à cet homme. On lui propose, le gars était attaché, on lui propose de le massacrer à coups de matraque, et elle lui dit: «Je te pardonne». Et on voit cet homme s'effondrer en sanglots. Et tous ces témoignages extrêmement bouleversants, vraiment, je vous invite à aller écouter ces différentes émissions. Je pense qu'on peut en trouver quand même quelques-unes encore disponibles. Nous mettre devant, oui, il est possible d'aller jusque-là. Oui, c'est possible d'arriver à ce sommet de dépassement de soi-même, ce sommet d'humanité. Euh, Encore une fois, je vous le dis vraiment en toute humilité, je n'ai pas du tout la prétention, si on massacre un de mes enfants, euh, est-ce que je serais capable de pardonner? Je ne suis pas sûr, malgré tout le chemin que je peux avoir et tout le travail que j'ai fait sur moi depuis tant d'années. En tout cas, de toute façon, entendez bien, ce n'est pas quelque chose qui, de toute façon, peut se passer comme ça en claquant des doigts. De mon point de vue, le pardon sur quelque chose qu'il soit, c'est un processus. Et là, je vais vous parler de mon expérience et de niveaux de pardon qui nous sont plus accessibles, je dirais. La plupart du temps, nous ne sommes pas confrontés heureusement, pas confrontés à des choses aussi extrêmes. Nous sommes confrontés à des petites injustices ordinaires, à des petits problèmes quotidiens, plus ou moins importants. Encore une fois, il ne faut pas non plus les minimiser, mais pas non plus les surdramatiser. Il faut essayer de les mettre à leur juste mesure. Euh, une injustice peut être financière, peut être, je ne sais pas, dans l'histoire personnelle, peut être des choses que j'accompagne très régulièrement dans mes stages de psychanalyse corporelle, à savoir des abus, des violences faites sur des enfants, que l'adulte ensuite conscientise et peut s'apaiser avec ces choses-là. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment une notion de, comment dire, nous sommes tous confrontés à un moment donné dans notre existence à des situations qui nous amènent en nous de la rancœur, de l'amertume, euh, et que c'est vraiment une décision intérieure que l'on fait pour soi-même, c'est-à-dire pour se nettoyer de ces vieilles blessures, pour se nettoyer de cette espèce de poison intérieur dont je parlais au début, euh, parce que ça ronge, ça vraiment, la rancœur, l'amertume, c'est vraiment un poison. Euh, et donc, on est tous à un moment donné plus ou moins conviés à faire ce parcours-là. Euh, pour certaines choses plus graves que d'autres, il peut être nécessaire de faire un travail d'anamnèse, de psychothérapie profond. Encore une fois, celui que je pratique, c'est un travail de revécu profond qui, n'a pas la prétention de laver plus blanc que les autres, hein. C'est un travail parmi d'autres qui s'inscrit dans l'ensemble des thérapies psychocorporelles.
Moi qui fais beaucoup de choses avant de faire ce travail-là, je considère que ça fait partie des méthodes qui permettent d'aller jusqu'au bout des choses. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin de cette espèce de pelleteuse de la vie intérieure. C'est un travail qui est quand même assez long et compliqué. Euh, mais en tout cas, je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment la prise de conscience que l'on fait de quelque chose qui se dit en nous, je ne veux plus continuer à être empoisonné par ces rancœurs. Il y a vraiment une décision intérieure à prendre et personne ne peut la prendre à votre place. Personne. Euh, et c'est de toute façon la base de tout début de travail. Je crois que c'est un moment donné où on perçoit en soi que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc là, aujourd'hui, je parle du pardon. J'avais plein de sujets en magasin. J'aurais pu parler du transgénérationnel, des revécus de naissance, etc. Peu importe, ça sera peut-être l'occasion d'autres moments. Mais comment dire, voilà, c'est vraiment le fait qu'un jour, on se lève en se disant, je veux arrêter de souffrir de tel problème. Là, ce soir, on parle du thème du pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se dit, je voudrais arriver à me mettre en paix avec ce qui m'est arrivé. Alors, je vais prendre mon exemple, parce que c'est toujours intéressant de parler de soi. C'est comme ça comment dire, au moins on est aux premières loges, on sait de quoi on parle en principe. Euh, et donc, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà fait un certain nombre certaines démarches de travail personnel en verbal, analyse transactionnelle, analyse de rêve jungienne. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, c'est un peu fastidieux, donc voilà, pas mal de choses. Euh, et puis, j'étais quand même devant comment dire, le constat que, curieusement, malgré tout ce travail, je supportais pas beaucoup mes parents, hein. J'habite dans le sud, ils habitent dans le Pas-de-Calais, j'avais 1000 kilomètres entre eux et moi pour être bien tranquille. J'oubliais leur anniversaire un an sur deux. Et si on m'avait posé la question si j'étais en paix avec eux, j'aurais dit oui, 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 mais les faits ne le montraient pas en tout cas. Et quelque chose qui, dans le concret, montrait bien qu'il restait encore quelque chose qui accrochait. Et donc, des fois, pour ces choses profondes, et je pense, je vous ai cité quelques cas, les violences directes, elles peuvent être psychologiques, on peut être, comment dire, on peut avoir des violences type harcèlement dans l'enfance qui peuvent être, ou emprise, qui sont extrêmement, comment dire, difficiles à digérer et qui laissent des séquelles profondes chez les adultes. Mais ça peut être malheureusement, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, des abus, des incestes, etc., etc. Euh, et donc tout cela, à un moment donné, de mon point de vue, il est nécessaire de trouver un type d'accompagnement. Et pour moi, le meilleur accompagnement, c'est pas la méthode. Il n'y a pas une méthode en particulier. Je crois que c'est plus une rencontre avec une personne qui fait qu'on sent qu'à un moment donné dans sa vie, on peut s'en remettre à quelqu'un, on peut faire confiance, suffisamment confiance, pour oser aller fouiller les poubelles de son passé. Et on va fouiller les poubelles pour faire du recyclage. C'est-à-dire, il n'y a rien à acheter de mon point de vue, même les choses les plus difficiles, les plus hardes. Euh, de mon expérience, qui maintenant, ça fait 25 ans passés que je traîne dans les stages de psychanalyse corporelle, donc voilà, ça représente un certain nombre de temps passé dans cette ambiance assez particulière. Euh, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de personnes, et quand elles ont pris le temps d'aller au bout de cette démarche, j'ai toujours assisté à des renversements incroyables. Il faut dans un premier temps pouvoir vider tout son sac, aller au bout des choses, de toute sa rancœur, pouvoir dire dans un cadre qui est fait pour ça, pouvoir hurler sa rage, son désespoir, dire l'injustice que l'on a ressentie. C'est un peu comme si pendant tout un temps, il faut avoir accès à la caméra de la victime. Et comment dire, je vais prendre un exemple malheureusement assez à la mode aujourd'hui, les abus ou les incestes. Je suis désolé, il y a une notion de victime, c'est-à-dire il y a une relation asymétrique. Il y a un adulte et un enfant. Il y a donc une notion de pouvoir, une notion de, comment dire, de domination physique et psychique. On est donc dans une relation bourreau-victime. Bien sûr qu'on peut trouver qu'il y a des attitudes de l'enfant qui peuvent laisser penser qu'il puisse y être un peu pour quelque chose, oui, sauf que l'enfant ne cherche jamais. Alors ça, si celui qui me prétend le contraire
viens me voir et on va s'expliquer parce que moi, j'ai jamais rencontré ça en 25 ans. Aucun enfant ne cherche à être violenté, à être abusé. L'enfant ne cherche qu'une seule chose, à être important, avoir de l'amour et de l'attention. Et des fois, par une certaine ambiguïté, il peut réveiller chez l'adulte, mais dont il n'a aucune idée, il peut réveiller chez l'adulte, malheureusement, des gestes et des choses totalement déplacées. Donc, il faut, dans un premier temps, pouvoir se libérer de ce poids et pouvoir exprimer toute sa rage, toute sa haine parfois. J'ai vu des gens hurler pendant des séances entières. Mais il y a un moment donné, la cuve est vide. C'est pas infini, ce truc-là. Il y a un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, le barrage est vide, le barrage est à sec. Tout s'est écoulé. On a ouvert les vannes et tout s'est écoulé. Alors, il se passe un phénomène assez étonnant. Là encore, je ne peux que vous parler de ce que je pratique. Je dis encore une fois, il y a sans doute d'autres méthodes, mais qui passent par d'autres biais. Hem, Dans ce travail-là, il y a un moment donné, parce qu'on a tout vu du monde de la victime, on peut avoir accès au monde du bourreau. Là encore, prenez-le comme une hypothèse, ne me croyez pas sur parole. Là, je vous partage des expériences aussi bien personnelles qu'accompagnées en stage depuis une vingtaine d'années. Il y a un moment donné, c'est comme si parce qu'on a tout vu de la caméra de la victime, eh bien cette caméra va pouvoir se tourner comme dans une régie, vous savez, il y a plusieurs postes là, on passe de l'un à l'autre. Eh bien, on va passer du point de vue du bourreau et on va regarder ce qui est arrivé à ce bourreau, parce qu'il n'existe pas quelqu'un qui fait vivre des horreurs à quelqu'un d'autre qui n'ait pas lui-même souffert. C'est pas pour lui chercher des excuses, il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit de comprendre. Parce qu'une des bases pour pouvoir pardonner à quelqu'un, c'est de comprendre son monde. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, vous le remarquez si vous faites ça dans comment dire, dans des petites incompréhensions, des petits agacements que vous pouvez avoir avec vos proches, à partir du moment où vous faites parler l'autre de son monde, inévitablement, ça va vous apaiser parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas du tout la même lecture que la vôtre. Pourquoi? Parce que chacun est dans une lecture déformée par sa propre histoire. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous l'interprétons en permanence avec le filtre de notre histoire personnelle, un peu comme si nous avions des lunettes qui nous déforment la vue, comme si, comment dire, vous mettez des lunettes de myope alors que vous êtes bien voyant, eh bien vous voyez les choses déformées. Heu et donc il y a quelque chose qui, par ce travail intérieur, peut rétablir une espèce de, comment dire? Heu, de regard plus élevé, qui peut en même temps conscientiser la souffrance qu'il y a pu y avoir du côté de la victime, de l'enfant, la plupart du temps, ou de l'adolescent et en même temps pouvoir comprendre pourquoi le «bourreau» entre guillemets, le bourreau de circonstance, nos parents, un proche de la famille, un petit copain à l'adolescence, peu importe, voilà, et puis avoir cette attitude aussi, maltraitante avec nous, même des fois dans des choses assez graves. J'en ai entendu quelques-unes, je vous les citerai pas, mais il y a des fois des histoires vraiment, assez fortes. Hem Et que j'ai vu, là encore, c'est des choses, je peux que vous témoigner de quelque chose, je ne peux pas vous le prouver. J'ai assisté, y compris d'abord moi dans ma propre expérience, j'ai pu complètement me mettre en paix, avec ma famille et aujourd'hui j'ai plus du tout les mêmes relations avec mes parents. Il y a beaucoup de tendresse qui s'est réveillée, et du coup, de part et d'autre, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça a débloqué quelque chose aussi chez eux, en particulier chez mon père qui était quelqu'un d'assez froid et distant et qui aujourd'hui est très chaleureux, dans nos relations, c'est très chaleureux aujourd'hui. Hem Et puis, j'ai assisté à des personnes, qui avaient été, je pense à une personne par exemple, qui avait été abusée par un médecin dans un cabinet de consultation alors qu'elle était petite fille, et qui a, après avoir pu vider tout son sac et dire: «C'est dégueulasse, c'est un salaud» et cetera et il faut cette phase-là. Quand cette caméra s'est retournée et qu'elle a vu ce que ce médecin avait subi comme, viol, parce que ce médecin avait été lui-même violé, mais vraiment d'une façon abominable, grossière, brutale, la pire des choses, dans son enfance, elle a pu comprendre pourquoi ce médecin se comportait, comme ça aujourd'hui. Heu, il y a une théorie qui est assez intéressante en psychologie, qui dit que certains abuseurs, en fait, mettent en scène en reproduisant quelque part l'abus dont ils ont été victimes, comme s'ils voulaient dire au monde extérieur, la plupart du temps, ils en sont totalement inconscients,
Et encore une fois, ce n'est surtout pas pour les laisser faire ni chercher comment dire, des justifications à ces actes-là. Mais en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi il y a ce mécanisme qui peut se reproduire et que sans comment dire, enfermer les gens en prison peut être nécessaire, oui, évidemment qu'il faut protéger. Des fois, on n'a que ce système-là, mais s'il n'y a pas un vrai travail thérapeutique, malheureusement, on le voit tellement souvent, ces gens, quand ils sortent, ils recommencent peu de temps après. Donc, en tout cas, voilà, de mon point de vue de psychanalyse corporelle, il est vraiment totalement possible d'aller pardonner dans ces souffrances qui sont déjà, je dirais, d'un cran moindre, même déjà assez élevé, mais d'un cran moindre de celles que je vous ai citées avant. Et puis après ça, nous avons, je dirais, toutes les petites violences ordinaires, les petites plus ou moins importantes. C'est, comment dire, toutes les petites souffrances dans lesquelles, la plupart du temps, nous sommes notre propre bourreau. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que, une des premières choses pour pardonner aux autres, c'est déjà d'être capable de se pardonner à soi-même et que, la personne, le pire bourreau pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes. L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est d'abord un loup pour lui-même. Heu, Nous sommes souvent extrêmement durs avec nous-mêmes. Si nous observons avec honnêteté nos fonctionnements, nous sommes dans des jugements très fréquents sur nous-mêmes. Nous faisons une erreur, nous traitons de con pour des choses aussi anodines que se tromper de route. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait exprès de se tromper. Il se dit: «Tiens, si je faisais exprès de me tromper chic alors? Voilà, le GPS me dit à gauche, je vais prendre à droite». Donc ça n'existe pas. Eh bien, pourtant, nous sommes souvent dans des jugements sur nous-mêmes. Là, je vous prends un exemple un peu light, mais quand c'est un peu plus important, nous cassons la voiture, heu, ou comment dire? Des infidélités ou des choses comme ça. Là, on est sur des niveaux de décibels plus importants et que, de mon point de vue, la première des choses pour, pouvoir pardonner, comment je peux dire? Heu Là, encore une fois, pour moi, vous voyez, c'est pas un espèce de truc, c'est assez rare, ça peut arriver, mais c'est assez rarement une espèce de flash où tout d'un coup, waouh, une espèce de retournement intérieur instantané. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. La plupart du temps, il faut cette espèce de décision intérieure qui ne veut plus souffrir et qui va donc se mettre en route. Et se mettre en route, c'est, comme je vous l'ai dit, dans ce processus, il y a toute une phase où il faut regarder le point de vue de la victime et ensuite aller regarder du point de vue du bourreau. Et cette espèce de comparaison entre un côté et l'autre, qui petit à petit, nous permet de nous apaiser. Eh bien, c'est la même chose quand nous faisons des erreurs. Si nous avons, ce point de vue sur nous-mêmes, nous sommes déjà plus capables de commencer à nous pardonner à nous-mêmes. Et sans ce pardon initial pour nos erreurs, nos inévitables imperfections, de mon point de vue, ça va être extrêmement compliqué de les pardonner aux autres parce que nous n'allons pas supporter le miroir, pour peu qu'en plus ils aient fait vraiment des erreurs graves, voilà, ça peut arriver dans la vie de tous les jours, hein. Hem, eh bien, comment dire? C'est évident que, ça va être extrêmement compliqué et de mon point de vue, je dirais presque impossible. Je suis pas à l'enfermer dans un truc absolu, mais j'ai vraiment le sentiment que s'il n'y a pas cette démarche initiale, ce retournement personnel d'abord sur soi-même, cette capacité d'amour pour soi, m'excuse, bon, j'ai une solide culture chrétienne, donc de temps en temps je la ressors. Il y a peut-être des gens qui sont un peu des blessés du christianisme. Et ben, là aussi, c'est possible de se réconcilier avec, je vous assure, il n'y a pas que, comment dire, des vieux cathos coincés, et qu'il y a une richesse dans cette tradition qui n'a rien à envier aux traditions orientales pour lesquelles j'ai le plus grand des respects. Je les ai beaucoup étudiées, je suis allé en Inde, voilà, pour moi, c'est en fait, à un certain niveau, on retrouve les mêmes choses et ce qui est commun, en tout cas, de mon point de vue, dans toutes les traditions spirituelles que j'ai pu côtoyer, étudier, c'est qu'il y a toujours cette notion de pardon, de compassion, de transformation de ces rancœurs. Vous les trouvez de partout. Tout paraît-il, ce que je connais le moins, c'est comment dire, la tradition musulmane, mais je sais que toutes les phrases du Coran commencent par au nom d'Allah le miséricordieux. Donc, s'il est miséricordieux, c'est qu'a priori, il pardonne. Donc,
Et je pense que là encore, la personne qui se pardonne le moins, c'est avant tout nous-mêmes. Heu, alors, je vais quand même je regarde un peu le temps, voilà, on a encore un peu de temps. Je laisserai, ça me semble important, du temps, pour, répondre à vos questions parce que moi, je baigne dans ce monde depuis vraiment très longtemps. J'ai commencé, mon chemin personnel, bah, j'avais pas le choix, c'est fait comme ça, je devais avoir, 17 ans, je crois, quand j'ai commencé à me poser des questions. Il y a toujours un moment donné, c'est comme ça, voilà, j'avais tellement de souffrance à ce moment-là qu'il fallait que je trouve des réponses et donc je les ai trouvées, je les ai cherchées, je les ai trouvées. Donc c'est à partir de cette expérience que j'essaierai de vous répondre sans aucune prétention et je partagerai uniquement cette expérience et ce que j'ai pu en retirer. Et qu'il y a sans doute d'autres points de vue. Je pourrais vous donner d'ailleurs d'autres références. Il y a des gens qui sont un peu spécialistes du pardon aujourd'hui, dans le paysage, du développement personnel ou spirituel en France, comme par exemple Olivier Clerc, qui a écrit un livre d'ailleurs qui doit porter le même nom que cette conférence de soir. Je vous assure, je l'ai pas fait exprès. Je donnais ce titre déjà à mes conférences, il y a 10 ans. Hem, alors, hem je lis un petit peu mes notes parce que ça me permet comment dire, de vous proposer, voilà, certaines choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Hem, la première porte d'entrée, en fait, dans ce processus du pardon, c'est déjà voir, c'est-à-dire d'être capable de percevoir la souffrance que nous avons. La plupart du temps, nous souffrons et nous sommes soit en train comment dire, de dire: «J'ai mal», mais ce qui veut rien dire, c'est un espèce de fourre-tout. Soit d'être dans l'accusation de l'autre, il me l'a fait mal, c'est de sa faute, mais ça serait intéressant de faire d'abord ce retour sur soi et se dire: «Mais en fait, de quoi je souffre en vérité? Je me suis senti comment? Quand il m'a dit ça, je me suis senti comment? Je me suis senti accusé, je me suis senti pas respecté, je me suis senti rejeté». Il y a forcément quelque chose qui peut résumer l'état intérieur dans lequel je me suis senti quand quelqu'un a eu une parole ou un geste blessant vis-à-vis de moi. Et donc c'est cette première étape pour moi qui est essayer de voir passer de l'autre côté du miroir, passer de l'événement extérieur à qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Voilà. Quelle souffrance ça génère à l'intérieur de moi? Et je vais pas trop développer, il y a plein de on peut aller beaucoup plus loin dans examen intérieur. On peut percevoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui pourrait se passer après. Il y a tout un, comment dire? Un abord de ce genre d'événement, sous un angle cyclique qui peut être extrêmement pertinent, extrêmement intéressant et qui surtout donne des points de repère. Parce qu'encore une fois, ne perdons jamais de vue le but. Le but, c'est moins souffrir, c'est aller mieux dans le présent. On vit plus dans le passé, même si la plupart du temps, on faisait comme si on continuait à vivre dans le passé, puisqu'on continue toujours dans le présent à s'empoisonner l'existence avec des choses qui ne sont plus. Heu et donc c'est vraiment, ce travail dans le présent qui vise à apaiser le présent, à le nettoyer des résidus, du passé. Un peu comme, comment dire, une pièce qui sera remplie de poussière on retrouve ça dans la mythologie grecque, hein, c'est le mythe d'Hercule qui nettoie les écuries d'Augias. Voilà, une espèce de nettoyage intérieur nécessaire. C'est un temps de sa vie, ça doit pas durer, 30 ans, hein, il faut y consacrer le temps nécessaire, mais avec un bon accompagnement, voilà, c'est des choses et une bonne honnêteté, parce que ça c'est nécessaire. Heu, c'est des choses qui prennent un certain temps et puis à un moment donné, c'est terminé. À un moment donné, on a fini, clôturé cette phase de nettoyage du passé et qui pour moi est conjointe, qui doit vraiment, s'associer avec, OK, on le fait, mais dans quel but? C'est-à-dire dans quel but, si ce n'est que pour enrichir le présent et développer, comment dire? D'autres perspectives dans sa vie. Heu, mais de toute façon, en définitive, il n'y a qu'une seule chose à transformer, c'est le présent, parce qu'on ne vit que dans le présent. Encore ceux qui ont des doutes là-dessus, peuvent aller lire Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Arnaud Desjardins et cetera. Plein de gens ont bien mieux parlé que moi là-dessus. Je ne vais pas m'étendre, c'est pas le sujet ce soir. Donc voilà, première étape, c'est vraiment important de percevoir quand on a une situation dans laquelle on a
on s'est senti victime d'injustice, quelle qu'elle soit, c'est vraiment d'être capable de nommer la souffrance que l'on a reçue, de l'identifier. Et c'est pas si simple que ça. Un peu comme quelqu'un qui irait chez un médecin: «Docteur, j'ai mal». Eh ben, le médecin va dire: «Oui, où avez-vous mal? Quand avez-vous mal? Comment avez-vous mal?» Heu, eh bien, nous pouvons assez facilement répondre aux questions concernant l'extérieur, mais concernant l'intérieur, c'est un peu comme l'Amérique de Christophe Colomb, c'est un territoire qui est pas tellement exploré. Heu vous vous rendrez compte si vous jouez à ce petit jeu sur des petites souffrances ordinaires que c'est pas si facile que ça et que ça s'apprend. Donc première étape, c'est voir sa souffrance. Deuxième étape, pour pardonner, eh bien, c'est vraiment important pour désamorcer, comment dire? L'énergie, de rancœur en soi. C'est très intéressant de pouvoir voir que ce qui nous fait mal, souvent de façon démesurée dans le présent, c'est parce que nous sommes en train de rejouer un vieux scénario du passé et que, dans ce scénario, je ne suis pas acousticien, mais dans le scénario, il y avait 100 décibels et c'était dans le monde de l'enfant insupportable. Mais dans le monde de l'adulte, il y a 2 décibels, sauf que ça vient réveiller l'enfant qui s'imagine qu'il y a de nouveau 100 décibels, comme dans le passé. C'est la souffrance du présent ressemble à celle que j'ai vécue enfant, alors tout d'un coup, le petit, diable sort de sa boîte et dit: «Ah mais c'est moi qu'on a convoqué». L'enfant du passé sort et se met à envahir le présent et ça donne ces situations que toute personne un petit peu honnête a pu remarquer dans sa vie. Ça donne ces situations où, nous percevons, qu'il y a quelque chose qui est démesuré. Notre réaction, nous sommes emportés par des flots d'émotions, alors que l'événement initial n'est pas très important. Et ça, on le voit de partout, hein, c'est ces gens qui, tout d'un coup, disent: «Ah mais pourquoi tu me regardes comme ça?» qui sont presque à se taper sur la gueule pour un soi-disant mauvais regard ou parce qu'on leur a piqué leur place de parking. Mais c'est pas pour le mauvais regard ou la place de parking qui pourraient se taper dessus. C'est parce que ce regard ou le fait de se faire piquer leur place va leur rappeler, des choses, bien plus douloureuses de leur enfance où ils ont été, peut-être regardés de travers par l'un ou l'autre de leurs parents. C'est tellement douloureux à l'époque, heu, mais aujourd'hui, ça n'est douloureux que parce qu'il y a ces empreintes extrêmement violentes. Heu, comment dire? Ça ne retire pas qu'il puisse y avoir une réalité objective dans le présent. On n'a pas, comment dire, accepté, d'être maltraité physiquement, psychiquement et cetera. Mais ça permet de ramener les choses à leur juste mesure. C'est passer d'une lecture où il y a, tout ça, de commentaires, de décibels, à ça qui est la lecture de la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on projette sur elle notre histoire personnelle. Donc ce deuxième temps, il est évident que, plus on a une bonne connaissance de son histoire personnelle, plus on se connaît en profondeur, plus c'est facilitant. Plus on connaît, ce qui nous est arrivé dans notre enfance, plus on a et connaître pour moi, ce n'est pas qu'une notion intellectuelle. Ça c'est comment dire? Si on ne connaît que des faits, d'une façon intellectuelle, ça n'a pas d'effet. Pas suffisamment d'effet, un tout petit peu d'effet, mais pas beaucoup. Tant que nous ne sommes pas touchés vraiment profondément, nous ne sommes pas, dans ce travail, de retour sur soi dans le passé, ne n'avons pas été suffisamment touchés par ce qu'a vécu l'enfant que nous avons été et qu'il y a quelque chose qui s'est passé inscrit dans nos tripes, ça n'a pas, beaucoup d'effet dans le présent de mon point de vue. En tout cas, moi, je l'ai constaté aussi bien sur moi que sur les gens que j'ai pu accompagner. J'ai vu beaucoup de gens avoir fait des années de psychothérapie verbale et être toujours aussi emprisonnés, empoisonnés, par leur histoire, être envahis par des flots d'émotions non contrôlables. Donc pour moi, il y a vraiment, cette notion d'aller, se rencontrer vraiment en intimité, qui permet de faire ce lien entre: «Il m'arrive quelque chose dans le présent, mais qu'est-ce que ça me rappelle dans mon passé?» Et parce que je suis capable de faire cette superposition passé-présent, je commence déjà à mettre du sens. «Ah mais d'accord, si ça me fait souffrir autant aujourd'hui, et si j'ai autant de rancune aujourd'hui, c'est parce que ça me rappelle cette vieille blessure extrêmement violente de mon histoire et que cette blessure était insupportable et que du coup, je lis le présent comme étant aussi insupportable que mon passé. Mais si je suis capable de regarder avec objectivité les choses, je peux ramener justement cette souffrance du présent à sa juste mesure.
La plupart de nos blessures dans le quotidien, encore une fois, il arrive des choses, de vraie violence objective, hein, et elles sont tout à fait, injustifiables, et elles doivent être, comment dire? Hem, il y a une nécessité certains cas de faire intervenir la loi et de rétablir, hem, une certaine justice même au niveau légal. Hem, mais la plupart du temps, nos existences, quotidiennes sont heureusement, pas sujettes à ce genre de choses, mais à des choses plus banales. C'est, notre conjoint qui nous fait la gueule en rentrant du boulot, c'est, heu, notre voiture qui démarre pas, c'est je sais pas, chacun a ses sujets d'agacement, ses sujets de blessures, ses sujets et cetera et cetera. Hem et donc heu, il y a tout un comment dire? Tout un processus qui a commencé déjà il y a longtemps. La psychanalyse freudienne, ça a un peu plus d'une centaine d'années. C'est déjà quelque chose qui s'est dit, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelque chose autrefois. Heu, aujourd'hui, comment dire? Il y a encore dans la psychanalyse freudienne, un certain nombre de choses très intéressantes. Il ne faut pas simplement voir l'image Épinal, et encore une fois, c'est pas du tout mon terrain de jeu. Je suis pas du tout, je trouve ça la plupart du temps trop mental, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi, habiter ces outils autrement, et je connais des gens qui ont fait des psychanalyses freudiennes magnifiques, dans lesquelles ils ont vraiment pu, vraiment se libérer, s'apaiser par rapport à un certain nombre de choses. Mais, je crois qu'il y a un moment donné, plus on rentre dans la mémoire cellulaire, et plus on peut, profondément, accéder à ces couches de connaissance de soi et de pardon pour ce qui nous est arrivé, qui va venir ensuite opérer dans le présent. Parce qu'encore une fois, c'est ça le but, hein, c'est de la transformation du présent. La connaissance du passé, aussi profonde soit-elle, n'a que cet intérêt. Ne rien en faire dans le présent, c'est aussi stupide que d'aller, dans une mine chercher des diamants, remonter les diamants à la surface et puis les laisser par terre et partir. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'utiliser cette connaissance. C'est on ne peut pas dire, comment dire? Quand on ne savait pas et qu'on s'agace, pour des conneries, et qu'on ne sait pas pourquoi on s'agace pour des conneries, quelque part on est innocent. Mais à partir du moment où on fait un travail sur soi, on commence à entrer dans une notion de responsabilité. Dire on ne peut pas dire une nouvelle fois: «Je vais faire comme d'habitude, je vais m'agacer comme d'habitude» et cetera. On a toujours la tentation de le faire. Je peux encore aujourd'hui, je ne suis pas un saint, je n'ai pas d'auréole qui brille, hein. Je peux continuer à m'agacer pour des conneries, mais il y a quelque chose tout de suite en moi qui se dit: «Mais je connais cette musique». Je sais, quand ma femme me dit ça, je vois bien que le petit garçon blessé, est réveillé en moi, et donc ce qui se passe en fait dans ce travail intérieur, c'est une capacité de retournement, de transformation, plus rapide, et on gagne du temps. En fait, je gagne du temps. Au lieu d'être fâché, avant je pouvais être extrêmement rancunier et faire la gueule pendant 3 jours. Aujourd'hui, j'ai vraiment une espèce de vigilance en moi qui se dit: «Je ne veux plus passer une mauvaise soirée. Je veux pas me coucher fâché, parce que j'ai pas envie de ça, parce que j'ai pas envie de souffrir. Je sais que c'est possible de transformer une situation, il faut simplement le décider». Et comme en plus j'ai la chance avec ma femme de partager cette recherche, c'est facilitant parce que chacun de nous a tendance à chercher à faire des pas l'un vers l'autre, donc c'est sûr que c'est aidant. Heu, mais il y a vraiment cette, décision intérieure qui se dit: «Je ne veux pas continuer à souffrir, je ne veux pas continuer à faire souffrir les autres». Et ça, c'est notre liberté, c'est-à-dire personne ne peut vous obliger à le faire, et tant mieux. C'est notre liberté, notre responsabilité. Mais en tout cas, quand on a une certaine notion de son histoire intérieure, son histoire personnelle, on ne peut plus faire comme si on n'avait rien, et donc on va passer à la troisième étape après voir sa souffrance, après pardonner parce qu'on voit que c'est la reproduction du schéma, de notre histoire. Quelque chose se répète dans la lecture des événements, et encore une fois, ça nous permet de faire la part des choses entre la réalité objective de l'événement et son vécu subjectif, et l'exagération issue de notre histoire traumatique de l'événement présent. On peut passer à la troisième étape qui est essentielle, parce que s'il n'y a pas d'acte concret, il n'y a rien qui change. C'est poser un acte dans son présent. Et donc un acte, il va être issu de des étapes précédentes. C'est-à-dire, si on n'a pas bien vu sa souffrance, on construit un truc bancal. Si on n'a pas vraiment une connaissance de son passé, ou si on se contente d'une espèce de truc: «Ah oui, c'est comme d'habitude», une espèce d'approximation, ça n'aura pas vraiment d'effet.
heu, il faut vraiment quelque chose dans lequel on est, comment dire? Il y ait vraiment un élan du cœur, quelque chose qui soit devant l'évidence qu'on ne peut plus continuer à en vouloir à l'autre. Parce qu'on comprend, on voit à la fois le monde de l'autre, le sien, et cetera, et cetera. Hem Et donc forcément, le troisième acte va être de poser un acte de réconciliation, un acte de pardon, heu et c'est très touchant de voir que quand on est dans cet état intérieur, des fois la situation s'arrange sans qu'on fasse rien. Ça, je l'ai constaté souvent. Il m'est arrivé des fois d'être dans des agacements vis-à-vis de quelqu'un de proche et puis je me mets à pratiquer intérieurement, je fais tout mon ce que je viens de vous décrire, je rentre pas dans les détails. Et de constater que, bah, tout d'un coup, la personne, revient me voir, elle me dit: «Écoute, j'ai pas été juste avec toi, je m'excuse». Quelque chose avait bougé intérieurement en moi et du coup, ça fait bouger quelque chose dans l'extérieur, une espèce de synchronicité qui produisait des effets, assez troublants. Hem, donc voilà, cette 3e étape qui est vraiment importante, heu, de comment dire? De pouvoir aller jusqu'à poser dans sa vie des actes concrets qui est la seule chose qui fait bouger, les choses en vérité. Tant qu'on reste que dans les intentions, je pourrais lui dire ça: «Oui d'accord, mais tu l'as pas dit», donc l'autre continue à penser que et cetera et cetera. Donc heu, je crois que ah oui, une chose qui est quand même intéressante, c'est que, heu, nous sommes souvent, tentés de voir notre point de vue de victime de situation, mais on pourrait se poser la question, et faire un petit examen, alors je m'excuse, c'est un mot un peu catho, mais on peut peut-être en trouver un autre. Un petit espèce d'examen de conscience, quoi, quelque chose qui peut regarder avec honnêteté, notre histoire personnelle et est-ce qu'il n'y a pas des moments où moi aussi j'ai pu blesser les autres, où moi aussi je pourrais peut-être demander pardon au lieu d'attendre qu'on s'excuse vis-à-vis de moi? J'ai fait ce travail vis-à-vis de mes enfants et je vous assure que ça produit des effets très intéressants. Déjà de conscientiser, de reconnaître qu'il y avait des endroits où j'avais pu être blessant, j'avais pu être, déplacé et cetera et en même temps, comme je vous le disais, au début, j'ai commencé d'abord par comprendre que à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'étais pas conscient que j'étais en train de commettre une erreur, sinon je ne l'aurais pas faite. Personne ne commet une erreur en étant conscient qu'il fait une erreur. Là, il faut vraiment être fou. On ne se trompe pas de route si on sait qu'on est en train de se tromper de route. Ça n'existe pas ça. Et donc, c'est vraiment se mettre en paix avec l'erreur qu'on a faite, sortir des culpabilités qui sont une autre forme de poison tout aussi nocif que la rancune, et qui d'ailleurs souvent sont c'est une espèce de couple, hein, je me sens coupable et je suis rancunier, ça marche un peu ensemble. Donc se libérer du fardeau, du poids de ces culpabilités et qui permet d'accéder vraiment à une vraie reconnaissance de ce qui a pu se produire et du coup à une capacité d'accueil aussi des maladresses et des blessures de l'autre. Alors, heu, voilà, peut-être faire une petite conclusion rapide sur, je mets mes lunettes, je m'excuse, hein, 62 ans. Ils écrivent tous les ans plus petits les journaux, donc je suis quand même obligé de temps en temps de ruser. Heu, oui, tout d'abord, pour reprendre ce que je disais un peu au début, en conclusion, le pardon, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Je disais, c'est vraiment pour se soulager soi-même. Si on se libère de la haine, on guérit son cœur et ça, c'est vraiment, hem, comment dire? Extrêmement nourrissant, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui déplace le centre de gravité, sur nous-mêmes. C'est-à-dire, puis-je tout pardonner sous-entendu à l'autre? C'est puis-je tout guérir en moi, quelle que soit la gravité des blessures que j'ai reçues? Puis-je vraiment, hem, me mettre vraiment en paix avec toute chose? Heu, alors, peut-on tout pardonner? Est-ce que mon ami Wilfried m'envoie un petit message? C'est peut-être pour dire que j'ai déjà assez parlé comme ça. Je vais juste terminer, puis après ça, on passera donc aux questions-réponses. Hem, donc c'est vraiment, ça demande de l'humilité, de la ténacité dans la route intérieure de la conscience, mais c'est un processus, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui à partir du moment où on le décide, est possible. Heu je ne crois pas qu'il soit, comme je le disais au début de la conférence,
Les gens qui sont les premiers de la classe nous montrent jusqu'où c'est possible d'aller. Alors nous qui ne sommes pas confrontés à des choses aussi hard, forcément, c'est d'autant plus possible pour nous. Il ne s'agit pas de pardonner à des nazis, il ne s'agit pas de pardonner un massacre de Daesh, il s'agit de pardonner aux petits bourreaux de notre histoire quotidienne, nos chefs de bureau, nos conjoints, euh, nos patients, voilà, nos voisins, nos amis, tous ces gens qui forcément à un moment donné vont se comporter d'une façon plus ou moins à droite, parce que même ont leur propre histoire, eux-mêmes sont enfermés dans leur propre lecture traumatique du monde. Et donc, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'on devient indépendant de l'agresseur. C'est-à-dire, on n'est pas obligé que l'agresseur demande pardon pour nous-mêmes pouvoir se mettre en paix. Et ça me semble vraiment important parce qu'on peut être confronté à des gens de très mauvaise foi. Et l'important, c'est est-ce que moi, je peux me mettre en paix, ce qui n'exclut pas que dans certains cas graves, il soit peut-être nécessaire de faire appel à la justice. On ne peut pas laisser quelqu'un être un abuseur et continuer à le laisser agir comme ça. On ne peut pas laisser quelqu'un être un voleur, même si on peut comprendre pourquoi il vole ou pourquoi il est violent physiquement. On n'a pas non plus à le laisser faire. C'est pas juste, quoi. Mais c'est une autre façon de se situer intérieurement, c'est-à-dire que ce n'est plus en guerre contre l'autre, c'est vraiment dans une affirmation pour rétablir un équilibre. Donc à certains moments, ça peut être nécessaire, de mon point de vue en tout cas. C'est restaurer aussi l'image de la personne qu'on a en face de soi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces personnes dans le magnifique documentaire sur la justice réparatrice, c'est redonner à l'autre son humanité. On le sort du rôle de bourreau et lui on rend son humanité. C'est un homme ou une femme qui a commis une erreur. Voilà. OK. Et donc, mais ça reste avant tout, c'est l'erreur qui est le problème. C'est pas la personne dans son essence. C'est distinguer la faute commise de la personne. Et ça, c'est très intéressant. Euh, Comme je le disais, bon, il ne s'agit pas de passer l'éponge, c'est pas de banaliser les faits, c'est pas de cautionner les actes, ni de se montrer faible, lâche et normalement indulgent par rapport à un dysfonctionnement avéré. Des fois, ça peut être se situer d'une façon extrêmement claire, ferme, et je l'ai dit dans certains cas, même devoir faire appel à la justice. On n'a pas à se laisser déposséder par quelqu'un qui vous vole, et on a vraiment perçu la chose. Donc, et dans certains cas, il y a une punition par la société. Quand c'est des cas graves, il peut y avoir emprisonnement. Je citais ces gens qui faisaient des années de prison parce qu'ils avaient commis un meurtre. Il y a vraiment quelque chose qui doit, comment dire, on ne peut pas faire comme si c'était rien passé, quoi. C'est pas possible. Mais il s'agit vraiment d'un choix de la personne blessée c'est pour être libre. C'est vraiment pour se libérer d'une espèce d'attache à quelque chose, comme si on était, comment dire, on gardait un poids, vous voyez, comme une montgolfière qui serait lestée, qui n'arrivera pas à décoller, quoi. Et donc, ce poids du passé, c'est pas le passé dont il faut se débarrasser. On ne peut pas se débarrasser du passé. Le passé est fait, c'est tout, il est fait. Mais on peut se débarrasser du poids, c'est-à-dire de l'emprise qu'il peut encore avoir dans le temps présent. Et là, j'ai cité que l'exemple du pardon, mais on pourrait voir ça sous plein d'autres angles, et ça permettrait vraiment d'éclairer les choses. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment faire preuve d'un amour fort, courageux, sage et éclairé. C'est pas, comment dire, une espèce de truc un peu babacool, oui, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, pas du tout. C'est vraiment issu d'une profonde prise de conscience intérieure qui nous fait voir le monde tel qu'il est dans sa réalité et non pas dans les projections que nous faisons en permanence dessus. La personne qui est désagréable avec moi n'est pas un monstre, c'est simplement quelqu'un qui peut-être a lui-même des souffrances, peut-être a vécu une mauvaise journée avec son conjoint, a des soucis de santé, etc. On peut avoir plein de raisons qui expliquent son mauvais comportement avec moi. Euh, et donc, c'est vraiment en fait, le premier gagnant, ça sera toujours nous dans cette histoire. Je veux vraiment conclure là-dessus. Le premier gagnant, ça sera vous si vous le faites. Ça sera nous, c'est vraiment rétablir de la paix, de l'équilibre dans notre cœur, nous débarrasser d'un poids inutile, transformer, parce qu'il y a vraiment une notion de transformation. Je vais vous donner une comparaison agricole. C'est un peu comme si on avait du fumier et qu'au lieu de le laisser par terre dans la cour où ça pue, ça empoisonne tout le monde, on va le mettre
à sa bonne place, c'est-à-dire on va le mettre dans un champ, il va se transformer, il va pouvoir produire. Eh bien, cette énergie, si nous la transformons, elle va produire quelque chose. On n'est pas le même quand on a fait ce processus intérieur que si on ne l'a pas fait. On se sent mieux, on se sent meilleur, ça nous ouvre les yeux. En général, cette ouverture de conscience a des effets aussi au-delà du simple événement. Voilà ce que je voulais vous proposer sur. Alors, j'ai pas du tout la prétention, en à peu près 1 heure, d'avoir fait le tour de la question, hein, loin de là. Mais en tout cas, de vous proposer une certaine musique, une certaine ambiance issue vraiment de ces années d'expérience et de travail intérieur et d'accompagnement de personnes. Voilà, maintenant c'est à vous, donc j'attends, je vais regarder ce que vous avez peut-être mis comme question. Ah, voilà notre ami Wilfried, je t'entends pas. Je voulais te remercier au passage, Wilfried, et l'École de l'éveil Pardon. des consciences, de me donner cette petite tribune ce soir. Avec plaisir. J'avais coupé le micro, Hein, donc je parlais dans le vide. ouais. Donc, bah, un grand merci. C'était vraiment top pour ce Alors, partage. c'est la première fois, c'est une expérience curieuse, c'est la première fois où je me parle à moi-même. C'est-à-dire, je sais pas à qui je parle. Quand on est sur Zoom, on voit des gens. Oui, Là, tu étais même pas là, donc je me faisais une conférence à moi-même. Je dis, bon, j'espère qu'il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui j'étais là tout le écoute. long. Alors, si vous avez des questions, eh bien, posez les questions dans les commentaires, comme là, Marine qui vient d'écrire «Merci Martin». Que vous soyez Bah, sur merci Marine. Facebook, que vous soyez sur, YouTube, voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes, tous les commentaires que vous allez poser, on les reçoit là et donc vos questions, vous pouvez les poser en direct à Martin et il y répondra avec plaisir. Donc profitez-en parce qu'après une fois qu'on aura coupé, eh bien, vous ne pourrez plus poser vos questions. Donc je sais qu'il y a Alors, normalement un temps de je le décalage. dis à chaque fois, hein, voilà, je le dis à toutes les conférences, il n'y a pas de question bête. La seule question bête, c'est celle qu'on n'ose pas poser. En général, quand on la pose, ça fait du bien à tout le monde parce que tout le monde se dit, j'aimerais bien la poser, mais j'ose pas. Ouais. Après je sais qu'il y a un temps de latence entre, ce qu'on voit et ce qui est diffusé, donc il y a toujours quelques secondes, voire des fois 1 minute de décalage, donc c'est un peu long. Ah oui, c'est tant que ça, ouais. Marie-Christine, bah, je vais le faire afficher, tiens. Si je fais ça, pouc, voilà. Ah, Marie-Christine Materne. Bonjour Marie-Christine. Donc on attend vos questions si vous en avez. Ah oui, je vous ai mis aussi le lien pour contacter Martin. Vous l'aurez dans les commentaires et je le remettrai en dessous des vidéos. Hermione. Voilà, bonjour Hermione. Il y a plein de gens, il y a des tas de gens que je connais, c'est super. Et voilà. Ils vont croire que j'ai invité tous mes potes. Mais c'est très bien. Bah, tiens. Isabelle, bah oui, voilà, encore une. C'est parfait, c'était ta soirée. Non, mais le but, c'est pas vous me tiriez les pompes, hein. D'abord, j'ai des baskets, donc ça le fait pas. Mais, voilà, n'hésitez pas vraiment. Ouais. Encore une fois, je suis ouvert à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sur le sujet, hein. Ou alors, j'ai été tellement brillant, mais ça va pas arranger comment dire, mes chevilles. Si je commence à le penser, c'est pas Ouais. bon pour la santé, ça. Je sais qu'il y a un décalage. Je vais aller voir sur la page pour voir combien de temps il y a de décalage. Hop, hop. J'espère que ça va pas Peut-être faire de regarder. l'arsène. Je vais couper le micro pour pas qu'il y ait de l'arsène. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, oui, il y a un grand décalage. Je vois toujours pas quand j'ai fait le geste. Ouais, il y a un grand décalage d'au moins 30 secondes, c'est pour ça. Ok. De toute façon, c'est pas grave, hein. S'il n'y a pas de questions, on va boire un coup, hein. On Oui, vous pardonnera de pas avoir une question. pardon. Ouais, mais moi je crois que je vais même aller manger, tu vois. Vu que j'ai pas mangé depuis Hein? samedi. Bah, dis donc, mon pauvre ami.
Bon, eh ben, s'il y a pas de questions, tout J'ac a été très j'accepte. bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben non, il y a pas de souci, vraiment, comment dire, et après ça, bon, moi, je suis pas très rapide à écrire, mais je veux bien même tenter de répondre à une question par mail s'il y a besoin. Heu, Après c'est sûr Ah! Ah! Et c'est parti. Marie-Christine, comment faire si partant du sentiment, colère, rancœur, je n'arrive pas à verbaliser un événement très précis? Hem, je crois que si, on interroge sincèrement, son âme et conscience, si on interroge vraiment sincèrement son cœur, il y a un moment donné, heu, c'est obligé qu'en nous émerge la raison profonde qui fait que, on a une rancœur, une colère. C'est obligé. Hem, je crois que c'est vraiment, comment dire, heu, quelque chose qui peut aider, c'est de regarder ce qu'on sent dans notre corps concrètement. Qu'est-ce que je sens physiquement? Et cette sensation physique est une super, comment dire? C'est une magnifique machine à remonter le temps. C'est-à-dire, heu, quand on rentre dans la sensation va nous aider à nous propulser dans l'événement qui est à l'origine de cette sensation ou qui est en relation avec cette sensation. Soit ça peut être, l'événement qui, dans le présent proche, par exemple, ça s'est passé l'après-midi avant, il y a eu une altercation avec un collègue de travail ou un truc comme ça. Ça, c'est le 1er saut, un peu comme un ricochet. Premier ricochet, on remonte un peu le cours du temps jusqu'à l'événement qui, a priori, est celui qui nous fait mal dans le temps présent. Et puis ensuite, ricochet suivant, ça va être par analogie, comment dire? Oui, mais c'est vraiment ça, il y a une espèce l'intelligence, la mémoire du corps est tellement incroyable, moi qui travaille avec depuis, 40 ans maintenant, presque, ouais, c'est pas loin de 40 ans, 35 ans. Je suis toujours autant émerveillé de voir à quel point cette mémoire est hyper précise. De voir à quel point il existe en nous une capacité d'aller reconnecter des événements totalement enfouis dans l'inconscient. Bon là, je suis pas là pour faire la publicité de la psychanalyse corporelle, hein. C'est vraiment pas le but. Mais simplement vous partager cette incroyable capacité qu'a le corps de se rappeler de choses qui sont heu je dirais importante. Ça marche aussi bien pour les événements positifs. Il y a pas que les souffrances et pour moi, dans le travail intérieur, il est aussi important et on insiste beaucoup dans le travail que l'on fait aujourd'hui, ma femme et moi, dans les stages qu'on anime, sur il faut en même temps être capable d'aller revivre les moments douloureux pour s'en nettoyer, mais il faut aussi récupérer au passage les diamants dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les incroyables beauté dont l'enfant que nous étions, était porteur et qu'il a simplement dû enfouir en lui. Quand je parlais d'aller chercher des diamants à la mine, c'est un peu ça, hein. C'est on va faire ressortir derrière l'écran, de fumée de nos blessures, on va faire ressortir l'incroyable plaisir de naturel de l'enfant, l'incroyable sommet de vérité du petit enfant, l'incroyable désir de fusion et d'idéal de l'adolescent et l'incroyable puissance de vie du bébé qui arrive sur terre avec de l'amour plein les mains. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Alors je m'excuse, je déborde un peu, ça c'est je m'excuse, moi je pense plus vite que ce que je pense, donc je parle plus vite que ce que je pense, donc sans arrêt, il y a plein d'associations qui se font. Je n'aurai jamais le temps de tout dire, mais pour faire court et pour essayer de quand même de recentrer sur la question, donc simplement en se servant de cette sensation physique, ça peut nous aider à nous reconnecter à ce qui est à l'origine de cette sensation et encore plus loin, à ce qu'au-delà du temps présent, dans un passé enfoui en nous, il y a une mémoire bien plus comment dire? Forte d'un événement initial, un peu comme un cri dans une montagne et qu'aujourd'hui ne serait que l'écho de ce cri. Que la blessure du temps présent n'est que le rappel d'un cri initial bien plus puissant. Voilà, est-ce que Marie-Christine, j'ai à peu près répondu à la question ou je suis tombé à côté? C'est un peu curieux de fonctionner avec des chats. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de répondre en direct, ce qui permet plus d'interaction. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a et c'est déjà super d'avoir ce système. Alors ça y est, j'ai scotché Marie-Christine. Ouais, je pense que là,
je crois vraiment que si on est dans cette demande sincère alors je vais déborder un peu, mais je peux pas séparer ce processus, en tout cas, ça, moi, je ne peux pas, peut-être certains le font, mais je peux pas le séparer d'une vie spirituelle. Je peux pas le séparer de quelque chose qui soit, comment dire, si on fait appel à cette force en soi, cela répond. Qu'on l'appelle l'ange, qu'on l'appelle l'intuition, qu'on l'appelle ce qu'on veut, quelque chose en nous peut répondre. Si on pose une question sincère, la réponse nous vient. Si on a vraiment besoin de la réponse nous sera donnée. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a le souhait extrêmement respectable de se mettre en paix avec soi et avec l'autre. Et de la même façon que l'Évangile dit très justement, aime ton prochain comme toi-même, donc s'il n'y a pas d'amour pour soi, il n'y a pas d'amour pour l'autre qui tienne la route, c'est de la compensation, c'est du miroir, ça n'existe pas, c'est du mirage, pardon, ça n'existe pas, on s'invente un truc. De la même façon, il n'y a pas de pardon pour l'autre s'il n'y a pas d'abord pardon pour soi. Et donc, de mon point de vue, aujourd'hui, dans les stages que j'accompagne, j'estime que je fais qu'une seule chose, j'aide les gens à ouvrir la fenêtre. J'aide les gens à ouvrir la fenêtre pour que la lumière rentre, mais je suis ni la lumière, j'ai aucune prétention à ce moment-là, ni la fenêtre, ni quoi que ce soit. C'est un processus qui me dépasse et qui dépasse la personne. Si quelque chose dans l'espace de la conscience essaie de mettre de la paix à l'intérieur d'elle-même. Voilà, je vous le dis avec les mots qui me viennent aujourd'hui. J'aurais pas forcément dit ça il y a quelques années, mais vraiment de plus en plus, je suis, je suis qu'un catalyseur dans un tube à essai. Je suis pas plus important que ça. Tout est déjà prêt, et c'est pas moi qui fait le processus. C'est quelque chose entre, mettez les mots que vous voulez, entre la vie, entre la conscience, entre Dieu, entre et vous-même qui va agir et qui va opérer à l'intérieur de vous-même pour mettre de la paix en vous. Parce que quelque chose en nous tous, aspire à la paix. Au fond de nous, nous aspirons à la paix. Qui veut la guerre? Personne. La guerre, c'est par défaut. À défaut d'avoir pu trouver du lien par l'amour, par désespoir, parce que c'est tellement important d'avoir du lien, je vais trouver du lien par le conflit, la guerre, etc. Regardez les enfants, si vous les écoutez pas, ils font une connerie pour être remarqués. Parce que c'est tellement insupportable de ne pas être remarqué, qu'ils préfèrent être remarqués par défaut, plutôt que de ne pas être remarqués du tout. Et bien aujourd'hui, les grands enfants que nous sommes, on fait exactement la même chose, sauf que des fois, ça fait plus de dégâts, parce qu'on a plus de moyens physiques, financiers, etc. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui n'en est malheureusement que le reflet visible. Mais heureusement, comment dire, il n'y a pas que comment dire, tout ce qu'on toute, cette partie la plus visible, celle qui fait du bruit aux 20 heures, etc. Il y a heureusement plein d'autres mouvements, et dont l'école de Wilfried est un des ingrédients, qui nous aident qui sont des processus de transformation, comment dire, à bas bruit. Ça fait moins de l'audimat, ça fait moins tout ce que vous voulez, mais ça agit en douce. Et ça fait son boulot. Et puis peut-être c'est pas plus mal, parce que je crois que dès que on commence à être un peu célèbre, malheureusement, on a la tentation, l'ego est tellement là qui guette au coin de la rue, que ça peut être très vite, on peut être rattrapé par ça. Il faut beaucoup de force intérieure. On y arrive, hein, Arma y arrive très bien. Comment dire, il y a un niveau de conscience où on est capable de garder, comment dire, ce recul, cette humilité, même si on est un personnage extrêmement médiatique. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais avant tout, c'est ne pas faire seul. Demandez, vous recevrez, dit l'Évangile. C'est frapper, l'on vous ouvrira. Pas frapper sur la gueule, frapper à la porte et on vous ouvrira. Cette demande intérieure, de mon point de vue, elle est essentielle. Créer un espace d'ouverture en soi pour recevoir la réponse. Voilà. Donc, comme d'hab, j'ai un peu débordé. Non, c'est très bien, parfait. Eh bien, tu as très bien répondu, a priori. Il n'y a pas d'autres questions, ben, on va en rester là. Donc, un grand, grand, grand merci. Je pense Merci à tous. qu'il y aura d'autres sujets sur lesquels on pourra discuter. Donc, il y aura d'autres lives. Et vous pourrez retrouver Martin en live. Et je vous mettrai les informations, l'accès à son site pour que vous puissiez le contacter si vous voulez aller plus loin. Et puis, je crois qu'on pourra aussi trouver les trucs en replay, il me semble, hein.
Enfin, moi, je les mettrai Oui, sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de monter une chaîne. Alors, je suis pas très bon en informatique. Soyez patient, ça va venir. là, Je me fais rire. les Et je crois vidéos que tu dois avoir seront, aussi quelque chose. Toi, tu dois être plus performant à cet endroit-là. les vidéos seront toujours disponibles sur Moi, je vais. Facebook et sur YouTube. Mais si, moi, je viens de l'âge de pierre. À l'époque, il n'y avait rien, hein. C'était le Bah, désert, moi, hein. je suis né Pas avec, donc Internet, oui, pas la télé. forcément. Génial. Merci encore à toutes et à tous pour votre Allez, bon appétit, présence, Wilfried. Bonne Marina. soirée à Oh, tous. Et puis, prenez soin merci de vous, vraiment. à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Bah oui, top pour la chaîne YouTube, Martin, parce Hum. que le gros avantage, je l'ai dit, c'est que toutes les vidéos que tu poses sur YouTube, elles sont fortement regardées, donc ça, c'est cool. Nicole, peut-on recevoir le direct en replay? Alors, oui, le replay, en fait, Ouais. si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, là où vous êtes en train de le regarder, que ce soit sur la page Vivre avec sérénité ou si c'est sur la page de l'école de l'éveil des consciences, cette vidéo va être tout le temps disponible en fait sur l'endroit où vous êtes. Voilà, c'est la base, c'est le but aussi de pouvoir partager, qu'on puisse regarder plusieurs fois. Très bien, Voilà. Et très bien, bonne donc sur ma soirée. chaîne YouTube aussi, ça sera partout en fait. C'est ça. Bonne Ah, soirée tout le monde et encore merci pour Martin. bah merci à toi mon vieux, merci à tous, hein. À la prochaine. Salut. À la prochaine.